Je me retrouve sur la terrasse de l'hôtel Sama Sama, c'est l'hôtel qui est à côté du circuit à Kuala Lumpur, où il y a tous les pilotes en fait dans cet hôtel. Donc déjà j'arrive le matin, il y a des chaises longues au bord de la piscine, je vois toutes les femmes ou les copines des pilotes, que des top modèles, les pilotes avec leur préparateur physique, torse nu, voilà. J'ai même pas osé enlever mon t-shirt, j'ai mis des lunettes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du Story Show. Nous allons parler Formule 1. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Jatton et Luc Demangeot. Fabrice Jatton, grande expérience dans le journalisme sportif. Depuis 2014, vous couvrez les Grands Prix de Formule 1. Luc Demangeot, expert automobile avec un nombre incalculable de Grands Prix couverts. Je vous pose une question rapide. Fabrice, est-ce que c'est la Formule 1 qui vous a choisi ou est-ce que vous avez choisi la Formule 1 ? Alors je n'ai pas choisi la Formule 1, c'est la Formule 1, si on peut dire comme ça, qui m'a choisi. Je ne suis pas sûr que le terme soit exact, mais en fait ça s'est passé fin 2013, début 2014. Il n'y avait plus de commentateur, le commentateur allait partir ailleurs et il cherchait quelqu'un qui mette un petit peu la pêche en fait sur les directs de Formule 1. Massimo Lorenzi m'a proposé ce poste. Gilles Marchand, qui était directeur de l'RTS, en a également parlé avec moi. On s'est tous retrouvés à Sochi lors des Jeux Olympiques de 2014. Je leur dis, moi je ne les sens pas trop, c'est pas du tout ma tasse de thé, je ne connais pas très bien ce monde de la Formule 1. Et ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, il y aura un type fantastique avec toi qui sera ton consultant. Ben voilà, c'est Luc Demangeot, je ne le connaissais pas du tout et depuis, c'est une très grande histoire d'amour qui s'écrit pratiquement au quotidien. Luc, la Formule 1 vous a choisi ? Vous avez choisi la Formule 1 Non, la Formule 1, alors ça remonte à 1980, j'avais 17 ans et puis on était le 4 mai, c'était un dimanche, il était 14h, je m'ennuyais royalement à la maison, j'avais un travail écrit d'allemand le lendemain, je me dis qu'est-ce qu'il y a à la télé ? Grand Prix de Belgique, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? J'ai regardé le Grand Prix de Belgique et puis depuis, j'en ai pas raté un seul et voilà. Donc c'est un peu moi qui ai choisi la Formule 1. Le public va faire votre connaissance, je vais vous poser 3-4 questions. Vous ne répondez pas selon votre prisme, mais vous imaginez la réponse de l'autre. Fabrice, l'écurie favorite de Luc ? Red Bull, sans aucun doute, c'est vraiment son écurie favorite, même s'il aime bien celle qui a des flèches comme ça. Non, c'est Red Bull. Pour la philosophie de Chris Horner et de toute cette écurie, il est très proche également d'Helmut Marko. Et moi, je crois qu'il adore Red Bull. Et Luc, vous pouvez vous venger, l'écurie favorite de Fabrice ? Ah, il adore l'écurie A, c'est Günther Steiner. Ouais, j'adore Et Mazepin. Steiner et Nikita Mazepin. Pour moi, c'était une grande douleur de le voir quitter le monde de la Formule 1. C'est vrai que c'était... Mais t'avais une casquette dédicacée. J'avais tout, Nikita Mazepin, des invitations chez lui et tout, mais voilà, tout s'est effondré. Fabrice, ce que Luc déteste en Formule 1 ? Tout ce qui est selfie, réseaux sociaux, il comprend même pas pourquoi je m'y intéresse autant. Ça le rend fou, ça le désespère. Ça le rend pas fou, ça le désespère de voir que je fais toutes ces photos, que je poste toutes ces vidéos, il n'arrive pas à comprendre. Ça me consterne. Voilà, ça le consterne. Et Luc, ce que Fabrice déteste en Formule 1 ? Le fait que les gens soient beaucoup moins familiaux et sympas qu'en ski, parce que Fabrice a eu l'habitude du ski, mais il y a 30 types qui descendent, ils ne savent même pas monter, tandis qu'en Formule 1, c'est beaucoup plus compliqué. Un paddock, c'est 6000 personnes. Donc alors, en Formule 1, il y a 20 types qui tournent, en ski, il y en a environ 80 qui prennent le départ d'une course. Mais c'est vrai que durant mes années de ski, j'étais tout le temps avec la famille des fagots, la famille Cuche. Et puis voilà, on se retrouvait en bas des pistes. Lorsqu'il faisait froid, les parents venaient dans ma cabine pour rester à la course. Le soir, on se retrouvait tous à table avec les Français, les Américains, les Suisses, les médecins, les physios. C'est vrai qu'en Formule 1, c'est pas du tout comme ça. Mais il fait toujours froid sur les pistes de ski. Ouais, il fait toujours froid sur les pistes de ski. En Formule 1, il fait toujours chaud. On n'est jamais venu souper avec nous, soit. Heureusement. On est d'accord. Fabrice, dernière question. Fabrice, que pense Luc du titre de Verstappen ? Je provoque. Moi, je pense, c'est pas une provocation. Moi, je pense que c'est la plus belle journée, la plus belle course de sa vie, de toute sa carrière en Formule 1. Et je le répète, les gens ne le savent pas, mais il y a une photo de Max Verstappen sur sa table de nuit que je lui ai offerte juste pendant les fêtes de Noël. Et son épouse Valérie, qui assiste dans les coulisses à cette émission, à la photo de Michael Masi, le génie qui a permis à Max Verstappen d'aller chercher ses titres. Luc, que pense Fabrice du titre de Verstappen ? C'était le plus beau jour de sa vie, parce que jusque-là, Hamilton allait gagner cette course, il allait gagner le championnat, tout était réglé, et puis il était désespéré, il était au fond du trou, et puis tout d'un coup, voilà, le miracle, Latifi sort de route, il y a Michael Masi fait n'importe quoi, il s'assoit sur le règlement. Fabrice est tout content, parce qu'il n'avait pas lu, Fabrice, l'article 48-12 du règlement, qui disait que Michael Masi n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait, donc du coup, Fabrice est tout content, le plus beau jour de sa vie. On était en cabine, Luc avait déjà sorti le t-shirt avec le numéro 8, 8e titre pour Lewis Hamilton. Il était déjà debout sur les chaises avec les confettis, en train de célébrer le titre. Puis voilà, il est redescendu sur terre parce qu'on devait préparer Sport Dimanche. En fait, c'est un peu chamboulé tous nos plans. On avait dit que le meilleur devait gagner, c'est Max Verstappen. Et c'est pas le meilleur qui a gagné. On sera jamais voilà. On sait qu'aujourd'hui, la Formule 1 a gagné en notoriété, les rachats par Liberty Media, avec Netflix, donc tout ça, nous en avons déjà parlé.
Mais quels ont été ou quel est l'ingrédient qui a fait que la saison 2021 a été aussi explosive? Tout à coup, il s'est passé quelque chose. Enfin, c'était plus le monopole de Mercedes. De 2014 à 2021, Mercedes a absolument tout gagné. Tous les titres pour Lewis Hamilton, à l'exception de 2016 avec Nico Rosberg. Ensuite, c'était du Hamilton-Bottas. Bottas qui terminait second pratiquement à toutes les courses, mais à 30 secondes de Lewis Hamilton. Lorsqu'il était devant, il y avait des consignes. Ça lasse les gens, franchement, c'est insupportable. On se rappelle de Sochi. Il est devant, Bottas, il y a le message, il se parque, il sort, il fait un pique-nique, il laisse passer Lewis Hamilton. Non, c'est pas possible. Et puis tout à coup, il y a eu le renouveau, le retour de Ferrari, sans tricher, on l'espère en tout cas cette fois-ci. Et puis Red Bull, surtout avec Max Verstappen, avec un Sergio Perez courageux et héroïque. Qui a défendu devant Lewis Hamilton. Vous avez le mouchoir, il va bientôt pleurer. Non, mais voilà, on revient enfin, il y a du suspense. 2021 m'a fait penser, en faisant mes recherches, à 1989. 1989, je m'adresse à vous, Luc. Il y a Senna, il y a Prost. Nous ne sommes pas d'accord sur le gagnant du titre. Est-ce que les ingrédients étaient les mêmes en 89 qu'en 2021 ? Ben non, pas du tout. En 89, donc Senna et Prost étaient de la même écurie, c'était les deux McLaren, il y avait les deux le moteur Honda. Honda préférait que Senna soit champion, ça se passe à Suzuka, circuit qui appartient à Honda. Donc le cadre est complètement différent. Tout est biaisé là, à l'époque en 89. Là, en 2021, c'était beaucoup plus neutre. On avait deux écuries complètement différentes. C'était un pilote néerlandais contre un pilote anglais, une écurie autrichienne contre une écurie anglaise, un motoriste allemand contre un motoriste japonais. Donc c'était beaucoup plus neutre. Puis ça se passait à Abu Dhabi. Donc c'était pas du tout le cadre de 89. Abu Dhabi, ça sonne bien. Et en 89, c'était Jean-Marie Balès, là, le Français qui dirigeait la FIA et puis qui dirigeait tout en fait. Tandis qu'en 2021, c'est plus compliqué. Michael Masi, le directeur de course, il était un peu nouveau et puis il avait décidé qu'il ne fallait pas finir derrière le safety car, donc il a fait n'importe quoi pour qu'on ne finisse pas derrière le safety car. Et donc le résultat, c'était n'importe quoi. Mais donc les circonstances étaient complètement différentes, on ne peut pas comparer ces deux années. Vous citez Jean-Marie Balestre, donc nous sommes en 89. Pour celles et ceux qui s'en souviennent, c'est un style presque mafieux, très colérique. Est-ce que vous, je provoque un peu, en commençant par Fabrice, vous avez rencontré des personnalités imbuvables sur les paddocks dans le monde de la F1 ? Non, mais sincèrement, j'ai essayé de réfléchir. Je me disais, parce qu'on en a parlé ensemble pour préparer cette émission, moi j'ai rencontré personne de vraiment désagréable. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la convivialité qui existait sur le ski. Les athlètes, tout l'entourage des athlètes parlait avec nous, vivait avec nous. On suivait sur l'autoroute d'une station à l'autre, on voyageait ensemble dans les avions quand il y avait la tournée nord-américaine. Là, c'est clair, ils sont tous, pour les pilotes en tout cas, en jet privé ou alors en first class. Nous, on est tout au fond, place 63F, dans l'avion, à côté des toilettes, le billet le moins cher. Mais il n'y a pas de gens détestables. Mais c'est vrai qu'il y a des comportements qui sont assez particuliers. Lewis Hamilton, on ne peut pas l'approcher, il est toujours avec son garde du corps. Bon, heureusement, son garde du corps est sympa. Mais bon, il y a sa promeneuse de bulldog, tout. Voilà, c'est un petit peu particulier. Par contre, j'ai un bon contact avec les jeunes que j'ai connus il y a déjà quelques années, qui sont en train de monter en puissance, de progresser, puis les francophones surtout. Luc, personnalité imbuvable ? Oui, il y en a des gens imbuvables quand même, parce que vous savez, la Formule 1, sur les 6000 personnes dans le paddock, ça représente un peu les 8 milliards d'êtres humains, mais en petit, en concentré. Alors, les cons sont encore plus cons qu'ailleurs, les imbuvables sont plus imbuvables, donc il y en a des imbuvables. Il y a des attachés de presse qui sont insupportables, il y a des pilotes qui sont des sales tronches. Je me rappelle de m'être engueulé une fois avec Jos Verstappen, le papa de Max, qui était vraiment un type insupportable. Enfin, il y en a des gens imbuvables. Dans la presse, je ne raconte même pas dans la salle de presse, il y en a la moitié qui sont imbuvables. Enfin voilà, il y en a, mais c'est un concentré de ce qu'on a partout sur Terre, quoi. Est-ce qu'il y a une pire anecdote, que ce soit pour Fabrice ou pour Luc ? Une anecdote qui revient, assez catastrophique, assez imbuvable. Je sais pas, il y a cette fameuse interview avec Jos Verstappen. Vous savez, enfin voilà, on va parler des pilotes, c'est difficile. Quand vous les interviewez, en général, vous les connaissez pas bien, à part certains où vous êtes plus proches, mais par exemple, je me rappelle de l'interview avec Mika Häkkinen. Alors au début, quand vous avez droit à une demi-heure, là, vous avez un peu le temps de réchauffer un peu, puis en plus, ça va mieux. J'ai fait ça avec Max Verstappen il y a 2 ans. Même au bout d'1 heure, ça n'allait pas mieux. Max Verstappen, il reste imperturbable. Bref, avec Mika Häkkinen, qui était champion quand même 2 fois, en 99 et 98, il était... donc au bout d'un quart d'heure, je commence à discuter. Puis au bout de demi-heure, je lui dis, bon alors voilà, Mika, vous avez gagné beaucoup d'argent. Ça représente quoi l'argent pour vous ? Il me dit, je sais pas, moi c'est compliqué comme question. Je sais pas. Question suivante. Bon, je dis, Mika, c'est quoi le bonheur pour vous ? Le bonheur, la vache, c'est compliqué. Je sais pas. Question suivante. C'est pour vous dire que d'habitude, un pilote qui a un peu de bouteille, par exemple, vous demanderiez ça à Hamilton ou à Verstappen, ils ont des réponses. À l'époque, il y en a certains qui n'ont aucune réponse, qui savent pas quoi dire, qui pilotent, puis c'est tout. Ils arrivent, ils s'assoient dans la voiture, puis... Ou qu'on peut envie comme Raikkonen, par exemple, qui était très populaire auprès du public, vraiment le plus populaire, mais pour les journalistes, c'était un calvaire.
À propos d'anecdotes, Fabrice, vous avez parlé dans une interview sur Couleur 3, je crois, c'était il n'y a pas longtemps, d'une première rencontre avec Jacques Villeneuve. Et ça, c'est un souhait personnel, j'ai envie qu'on revienne dessus, l'anecdote est fabuleuse. Ouais, c'était dans la 3e mi-temps avec Fontaine, effectivement, sur Couleur 3. Voilà, on parlait tout à l'heure de l'Australie, la première fois qu'on se rencontre, Melbourne 2014. La télé m'a dit, parce que maintenant on le fait plus, on voyage plus aussi loin, on reste beaucoup en Europe, la télé me dit, puisque tu es en Australie, juste derrière, il y a le Grand Prix de Malaisie, à Kuala Lumpur, donc tu vas pas rentrer à Genève, c'est stupide, fais-le directement, tu enchaînes. Et je me retrouve sur la terrasse de l'hôtel Sama Sama, c'est l'hôtel qui est à côté du circuit à Kuala Lumpur, où il y a tous les pilotes en fait dans cet hôtel. Donc déjà j'arrive le matin, il y a des chaises longues au bord de la piscine, je vois toutes les femmes ou les copines des pilotes, que des top modèles, les pilotes avec leur préparateur physique, torse nu, voilà. J'ai même pas osé enlever mon t-shirt, j'ai mis des lunettes, je me suis allongé, j'ai pris un bouquin, j'attendais Luc en fait, qui avait rendez-vous avec Jacques Villeneuve et il m'a dit viens manger, viens prendre le petit déj avec nous. Je me retrouve à table et Jacques Villeneuve, que je connaissais pas du tout, me dit salut, tu t'appelles comment? Alors qu'il habite Villars quand même, donc la RTS il doit connaître un petit peu. Il me dit salut, comment ça va? Je dis merci, bien et toi? Il me dit est-ce que tu es un gars qui investit? C'est sa première question après le bonjour. Est-ce que tu es un gars qui prend des risques, qui investit dans la vie? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, regarde, moi, par exemple, j'ai mis 5 millions dans un steakhouse à Montréal. Est-ce que toi, tu es un gars comme ça? Alors, je lui répète, écoute, je travaille à la RTS, donc je peux te donner 50 francs, si tu veux. On peut aller chercher un billet de loto, il n'y a pas de problème. Tout. Dis donc, tu n'es pas un gars qui prend des risques? Je dis, oui, si tu veux, je suis un gars qui prend des risques, mais j'ai pas 5 millions. Puis il me dit, avec les femmes, t'es comment? Je dis, écoute, je me suis séparé il n'y a pas longtemps, ça fait 4 ans maintenant. Il me dit, mais t'as quelqu'un dans ta vie? Je dis, oui, j'ai retrouvé une personne dans ma vie. Il me dit, elle a quel âge? Je dis, elle a mon âge. Il me dit, mais il faut pas aller avec des vieilles. Non. Il faut aller avec des jeunes. Il faut aller avec des jeunes, 23, 24 ans. Ça, c'est la vie. Il faut pas aller avec des vieilles. Je lui dis, mais elle est formidable, elle a des enfants comme moi, tout. Non, non, il faut aller avec des jeunes. Lui, qui était là, il n'a même pas l'air surpris. Mais bon, depuis, je m'entends très très bien avec Jacques Villeneuve. Et voilà, c'est un gars très sympa, mais c'est vrai que la première rencontre était un petit peu particulière. Mais avec toutes les émotions que vous vivez, chacun de votre côté, est-ce que c'est difficile, lorsque vous commentez ou lorsque vous vivez en Formule 1, en public, de rester impartial? Est-ce que c'est difficile? La partialité, ouais, c'est-à-dire qu'avec l'âge, on est moins passionné. Quand j'avais 17 ans, j'étais passionné de l'écurie Williams et ensuite de Keke Rosberg et tout ça, c'était mon idole. Là, il n'y a plus d'idole comme ça, même si je trouve que Hamilton est probablement le plus grand pilote là, actuel, c'est pas une idole, donc ça veut dire qu'on est plus impartial, à partir du moment où on est moins émotionnellement impliqué. Et Fabrice, vous avez parlé de digital, donc aujourd'hui le digital, on en parle aussi en Formule 1. Vous avez commenté brièvement en période Covid des Grands Prix sur Twitch. Et aujourd'hui, en janvier, je crois, 2022, ils ont annoncé le recrutement en Formule 2 de Cem Bolukbasi, qui est un Turc qui a été recruté dans le domaine du e-sport. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, l'histoire de Twitch, en fait, quand tout s'est arrêté, on nous a demandé à la RTS si on était d'accord de le faire comme ça. On n'était pas du tout obligé d'aller sur Twitch et de commenter des courses virtuelles. Moi, on m'a dit Twitch, je ne savais même pas ce que c'était, très sincèrement. J'ai appelé Luc, je lui ai expliqué. Alors, la première, c'était la meilleure, parce que moi, j'ai commenté depuis Genève, mais on ne pouvait pas être les deux ensemble à cause du Covid. On lui a dit, tu peux rester à la maison, il n'y a pas de souci. Il avait 45 secondes à 50 secondes de décalage. Donc, je lui posais une question. La course, elle était terminée, le temps qu'il me réponde. Il n'y a rien qui fonctionnait, Luc, c'était mémorable. Ah oui, c'était génial. Donc, heureusement qu'il y avait que 60 téléspectateurs. Ouais, c'est ça. Il n'y avait personne. Du style, les questions qu'on recevait sur Twitch, c'est des gars qui me disaient, je t'ai vu, ce matin, je promenais mon chien dans ton quartier. Je t'ai vu partir en voiture. Voilà les messages qu'on recevait sur Twitch. Après, alors aujourd'hui, des gens qui sont sur ces réseaux sociaux, enfin sur Twitch, sur ces modes de communication et qui après viennent en Formule 3, en Formule 2, Formule 1, c'est quand même compliqué. Mais tous les pilotes font du simulateur sans arrêt. Ils passent leur vie à faire du simulateur. Ils organisent également beaucoup de courses. On l'a vu pendant cette période Twitch, pendant cette période Covid. Lando Norris, George Russell, ils participaient à toutes ces courses. On était un petit peu surpris avec Luc. Mais bon, ils ne viennent pas du karting, ils n'ont pas les mêmes sensations. C'est une manière moins chère, si vous voulez, d'accéder au sport automobile, parce que la manière traditionnelle, karting, Formule BMW ou Formule 4, etc., ça coûte très très cher. On va terminer cette interview, une dernière partie. Je vais vous montrer quelques photos. Elles vont s'afficher aux écrans ici devant vous. Cette première photo, c'est tiré du compte de Kimi Raikkonen. Il l'a posté en story, l'évolution d'un pilote de Formule 1. On voit James Hunt à gauche et Lewis Hamilton à droite. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette photo? Luc, il a connu cette période avec Hunt. Moi, je connais que celle avec Lewis Hamilton. C'est vrai que des fois, quand je vois arriver Lewis Hamilton le matin dans le paddock, ça me fait un petit peu peur. Encore lors du dernier Grand Prix à Monaco ou à Barcelone, j'ai montré pas mal de photos de Lewis Hamilton. Il arrive en fourrure, tout ça. Moi, je trouve un petit peu ridicule. Je pense que c'était plus sympa et plus dans l'esprit du ski alpin, justement, dans les années Hunt, non? Ça coûtait moins cher de s'habiller comme Hunt que comme Hamilton, en tout cas. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu ridicule. C'est le seul à faire ça, d'ailleurs.
Deuxième photo, elle va s'afficher aux écrans. Voilà, donc on le voit, les genoux sont à terre, il y a couleur arc-en-ciel sur la voiture. J'aimerais pas forcément qu'on parle de ce qui est défendu, ce qui n'est pas défendu, mais aujourd'hui, alors je commence par Luc, est-ce qu'un pilote doit s'engager pour d'autres causes que celle de la Formule 1 ? Ça, c'est une question très compliquée parce que, comme disaient les gens de la Formule 1, est-ce qu'il faut qu'on regarde à la politique ? Alors, ils ont annulé le Grand Prix de Russie, parce que ça c'est une évidence, mais est-ce qu'il faut regarder la politique ? Est-ce que c'est bien de faire un Grand Prix en Arabie Saoudite, vu l'état des droits de l'homme, qui font râler Lewis Hamilton et d'autres pilotes ? À quel point est-ce que le sport doit se mêler de politique ou pas ? Ça, c'est un débat extrêmement compliqué. Je ne me permettrai pas de donner mon avis là-dessus, je ne sais pas. Mais là, mettre le genou à terre ou pas, les pilotes faisaient ce qu'ils voulaient, sauf pas tous. Hein. Par exemple, chez Sauber, Frédéric Vasseur a dit aux leurs pilotes, surtout, ne mettez pas le genou à terre parce que notre sponsor Orlen serait furieux. Donc c'est compliqué. Avec Kubica, exactement. Avec Kubica, ouais. Non, c'est compliqué, mais c'est déjà très politique au sein de la Formule 1. Il parlait, Luc, de l'Arabie Saoudite, de ces régions du monde qui donnent beaucoup d'argent, jusqu'à 60 millions pour organiser des grands prix. Alors les pilotes disent on n'a pas envie d'aller là-bas, mais finalement c'est eux qui récupèrent l'argent, parce que l'argent est redistribué dans les écuries, et ça retombe au final également dans leur poche. Ce qui s'est passé là avec le genou à terre, Lewis Hamilton, tout ça, on ne va pas rappeler toute l'histoire. C'est bien de le faire une fois, de le faire deux fois, de le faire trois fois, mais il ne faut pas que ça soit systématique. Ça devenait vraiment long pour tout le monde, ça faisait grincer les dents. Puis après, il y a aussi l'histoire du podium. Il monte sur le podium avec un t-shirt, avec un message. Est-ce qu'on doit laisser faire ou pas ? C'est difficile à dire, mais il n'y a que Lewis Hamilton qui peut se permettre ça en tout cas, en F1. On va montrer une troisième photo, elle va s'afficher à l'écran. Léna Buller, pilote féminine justement. Qu'est-ce que ça vous évoque ? On l'a rencontrée plusieurs fois, Léna. Elle est en Formule 3 régionale by Alpine. Cette année, c'est très compliqué pour elle. Elle n'arrive pas à réunir les sous pour faire l'ensemble de la saison. Elle est revenue là à Monaco, mais elle termine loin des meilleurs. Alors, dans son écurie, en fait, en Formule 3 régionale by Alpine, la 4e voiture est plus ou moins gratuite dans l'inscription et tout ça, mais il faut quand même avoir des moyens derrière. C'est dur, mais Luc pourrait mieux parler des femmes dans le sport automobile. C'est bien sûr qu'il faut que ça soit à égalité pour tout le monde, mais physiquement, déjà, c'est très très difficile de rivaliser avec les garçons, avec les hommes. Il n'y a pas un seul sport où il y a les femmes et les hommes ensemble. Le tennis, c'est deux championnats séparés, le ski aussi, le foot pareil, donc il n'y a pas de raison qu'en Formule 1, tout d'un coup, on mélange les femmes et les hommes parce que c'est très physique. Hein. Par exemple, Jenson Button faisait du biathlon, du triathlon, c'est un sport super compliqué, la Formule 1. C'est très physique, on perd 4-5 kilos par course. Léna Buller, je ne la connais pas personnellement, toi tu la connais, mais les gens de la RTS sont venus il y a 2 ans, je crois, m'interviewer à Neuchâtel pour me demander quelles étaient ses chances d'arriver en Formule 1. Mais j'ai dit au journaliste, elle a à peu près autant de chances d'arriver en Formule 1 que de vous de prendre un météorite sur la figure en sortant du magasin. Donc ça n'arrivera pas, elle n'arrivera pas en Formule 1 parce que la Formule 1 c'est très compliqué, il n'y a que 20 pilotes, il y en a beaucoup qui restent, il y en a très peu de places. Et puis les nouvelles places, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Lando Norris par exemple, son père a 240 millions de fortune et il paye encore cette année 5 millions pour que le fiston soit dans la voiture. Donc si on n'a pas les moyens, ça ne sert même à rien d'essayer, c'est exclu. Dernière photo, elle va s'afficher. Alors c'est une photo un peu plus personnelle. Qu'est-ce qu'elle vous évoque cette photo ? Luc ? C'est un café, alors tu te plaignais qu'il n'y avait pas dans les cafés. Non, mais c'est comme je le disais avant, voilà, c'était une bonne surprise. C'est vrai qu'on est très complices, on essaie de le montrer à l'antenne, mais on l'est également en dehors. On se voit régulièrement, nos compagnes ou épouses se connaissent également, on va manger ensemble, on fait plein de choses. Je connais très bien son frère aussi, qui est tout le temps sur les Grands Prix, Steve, qui est le photographe officiel de la Formule 1. Je crois qu'on a développé une belle histoire d'amitié, sincèrement. Et j'imagine que ça se ressent aussi à l'antenne, parce qu'on se lance beaucoup de pics, mais les gens comprennent bien que c'est pour le spectacle. Luc, cette photo, qu'est-ce qu'elle évoque ? Une amitié, un peu plus, un peu moins. C'était juste après le titre de Verstappen. Aïe, oh. Ouais, ça tombait mal. Mais on ne se connaissait pas donc avant 2014. Et puis c'est vrai qu'au fil des années, on a, comme on l'a dit déjà, sur les circuits, on a vraiment un rythme différent. Donc on se voit plus en dehors pratiquement que sur le circuit. Où Fabrice se lève à 4h du matin, puis il arrive sur le circuit à 8. Ensuite, on se retrouve dans la cabine. Ensuite, moi, j'ai mon boulot à faire de journaliste. Moi, je pars. Lui, il part. Donc, on a vraiment les horaires différents. Donc, on se connaît vraiment plus en dehors que sur les circuits. Merci beaucoup, messieurs, pour cette interview. Merci Mathieu, c'est un pour plaisir. votre présence. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne du Story Show, donnez votre avis. Nous avons besoin de votre avis, nous avons besoin d'idées, posez aussi des questions si vous le souhaitez. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt. Ciao. All thanks to you.